Voilà. Bon, ben, désolé pour ça. Gestion d'équipement qui ne fonctionne pas. Donc, pour ceux qui a été en ligne, c'est juste que la salle est à 12 degrés, l'amphithéâtre est à 12 degrés. Je pense que je viens de trouver la salle climatique la plus fraîche et la plus grande au Québec. Moi, je suis habitué à travailler dans des chambres climatiques chaudes. Elles sont relativement petites, ça coûte très cher, mais je pense qu'on vient de trouver la plus grande. En fait, on va parler d'inverse aujourd'hui, on va parler de chaleur, surtout de comment l'activité physique pratiquée régulièrement pourrait nous rendre plus résilients face à la chaleur. Ça va? Euh, oui. Salut, c'est Pascal. On voit plus ton écran. Il n'y a pas de Ah, partage écran en ce moment en ligne. qu'est-ce que tu fais ici, Pascal? Ben, je t'écoute. Ça fait longtemps. Euh, il se passe quelque chose. Dès que je branche le HDMI de l'écran, il se passe quelque chose, l'ordinateur bug complètement. Dès que j'arrête le HDMI, tout fonctionne bien. Fait que je sais pas Et si c'est ça qui a fait que ça. partage avant de le brancher. C'est ça que j'ai. Ouais, c'est ça que j'avais. Je vais réessayer là juste pour être sûr. Ben, merci Pascal pour le message. Bien, on va partager lui, ça va être plus facile. OK. OK. Ben, il bug. OK, est-ce qu'on voit? Oui. OK, je vais brancher l'HDMI. Oui, ça va. Parfait. Oui, ça va. C'est bon. Je vais mettre ça. Excellent. Merci Pascal de l'avoir dit. C'est bon. Parfait. Donc, je m'excuse aussi pour ceux qui m'ont vu présenter hier à l'Université de Montréal. Il y a des choses qui vont être assez similaires. Donc, on le sait assez bien, le changement climatique est la plus grande menace pour la santé. On parle souvent de vieillissement, de comportement sédentaire, d'état de santé de la population québécoise qui vont faire en sorte, qui sont des enjeux de santé sanitaire actuellement. Oui, c'est vrai, mais on sait que la principale menace, c'est le changement climatique. Et bien entendu, il y a le changement climatique, mais ça vient conjointement avec le vieillissement de la population, la sédentarité, l'activité physique et d'autres facteurs. Et cette réalité, elle est d'autant plus présente au Québec et au Canada qu'on se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. On le sait assez bien, les territoires nordiques se réchauffent plus vite et ça vient avec de nombreuses conséquences. On pense aux vagues de chaleur. On se souvient du dôme de chaleur dans l'ouest, c'est 50 degrés Celsius 23, la saison la plus dévastatrice dans l'histoire du Canada, c'est 18 millions d'hectares de terre perdue. 18 millions d'hectares de terre, c'est quoi? C'est un cercle dont le diamètre va de Kingston en Ontario jusqu'à la ville de Québec. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la taille de certains pays dans le monde. Et avec les feux de forêt sont venu le fait que pendant quelques heures, si, ben, en fait, cette capture d'écran, je l'ai pris à la sortie du centre épique pour garder ça dans mon téléphone. Puis l'image qu'on voit ici, c'est la ville de New York, sous l'influence des feux de forêt québécois. Alors, bien entendu, avec les changements climatiques viennent d'autres enjeux sanitaires qui vont indéniablement, oui, affecter notre santé, mais affecter nos comportements, l'activité physique et la pratique sportive, bien entendu. Et la relation entre l'activité physique et le climat, on la voit souvent dans un sens, c'est-à-dire notre activité physique va être impactée par le climat. L'approche que je prends, ou la vision que j'ai, elle est plutôt inverse. La relation est bidirectionnelle. L'activité physique pourrait potentiellement nous aider à nous adapter physiologiquement, aussi comportementalement, nous aider à devenir plus résilients face au climat. Et en fait, aujourd'hui, mon but, c'est de vous montrer le raisonnement que j'ai eu et qui m'a amené à émettre cette hypothèse avec un collaborateur en Australie. L'hypothèse que quand on regarde, en fait, l'hypothèse qu'être physiquement actif peut nous rendre plus résilients à la chaleur, d'autant plus que quand on regarde les données de santé publique, les facteurs de risque qui nous prédisposent à avoir des complications à la chaleur, de nombreux de ces facteurs-là peuvent être prévenus par un mode de vie sain et actif. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que la chaleur, elle n'est pas que désagréable, elle tue. C'est pareil pour le froid. En fait, les effets de la chaleur sur le cœur sont les mêmes que le froid. Ce qu'on sait aussi,
c'est qu'on a des personnes de moins en moins bien équipées pour tolérer la chaleur qui vont y être de plus en plus exposées. Et là, c'est le vieillissement. Le vieillissement, c'est un continuum de l'enfant jusqu'aux aînés. Les aînés, au Québec, si on était un pays, on est probablement le cinquième pays au monde le plus vieillissant. Et nos jeunes, actuellement, grandissent avec une condition physique ou une condition de santé. On peut poser des questions quant au fait, est-ce qu'ils sont bien équipés pour ces changements climatiques, alors que c'est eux qui vont les vivre davantage que nous. Alors, la relation entre la température et la mortalité, que ce soit le froid ou le chaud, on le voit très bien. C'est souvent une courbe en U ou en J. Le froid est associé à un risque relatif de mortalité de toute cause qui est augmenté, et également la chaleur. Et cette relation, on la retrouve partout à l'échelle de la planète. Il y a des différences spatiales, mais la relation est assez similaire. Et à Montréal, nous sommes une des places en Amérique du Nord où la relation mortalité, chaleur-mortalité est la plus importante. On le voit très bien, on est plutôt bien adapté au froid, pas uniquement physiologiquement, c'est aussi comportementalement par les infrastructures, mais la relation avec le chaud, vous voyez que dès 25 degrés Celsius, il y a une augmentation exponentielle du risque de mortalité. Et ça fait en sorte que lorsque nous connaissons des épisodes de chaleur extrême, plusieurs jours dans des températures de 30 degrés et plus, eh bien les décès nombreux s'accumulent très rapidement. Près de 20 000 décès lors des vagues de chaleur de la côte nord-est dans les années 80. En Europe, près de 70 000 décès en 2023, 60 000 en 2003, pardon, 60 000 en 2023. La Russie, l'Inde, le Canada, 600 décès en seulement une semaine à Vancouver pendant le dôme de chaleur. Et tout le monde n'est pas égal face aux extrêmes de température. Les personnes plus âgées, les aînés sont plus à risque. On le voit en Europe, on le voit au Canada. Et on sait qu'on va être de plus en plus exposé. Si je donne un exemple, une personne qui est née en 1950 et qui avait 70 ans en 2020, au cours de son existence, cette personne a connu un changement d'à peu près 1 degré de température moyenne sur la planète. C'est ici qu'on a vu toutes les grandes vagues de chaleur meurtrières. Ce qu'on pense maintenant, et en fait ce qu'on sait, c'est qu'une personne qui est née en 2020 et qui aura 70 ans d'ici la fin du siècle va connaître un réchauffement qui va être le double ou le triple. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les vagues de chaleur meurtrières qu'on a déjà connues vont être multipliées à peu près par 5 ou 10 d'ici 2050. On entend souvent, et en fait, vous entendez probablement parler souvent du chiffre de 1,5 degré Celsius qu'il faudrait ne pas dépasser. En fait, ce chiffre-là, on l'a déjà dépassé à l'échelle de la planète, mais surtout à l'échelle de Montréal. On l'a déjà passé. On est déjà à 3,5, 3,9 pour l'île de Montréal. Et lorsqu'on s'intéresse à la relation entre le climat et notamment la chaleur et la mortalité, oui, on considère les différents scénarios climatiques, mais il faut considérer ces scénarios avec les changements démographiques, notamment le vieillissement de la population et l'accroissement du nombre de personnes sur la planète. Et là, deux montagnes sont en train de se rencontrer. D'une part, le climat, mais également le vieillissement de la population. Et ça amène à des enjeux sanitaires qui sont importants à considérer. On a des données ici qui nous démontrent que pour chaque région administrative, alors elles ne sont pas toutes présentes parce que les données n'étaient pas disponibles, mais on a quand même beaucoup des régions administratives, on voit très bien cette relation chaleur et mortalité, mais surtout hospitalisation, visite des urgences, transport en ambulance et appel info santé. Alors les chiffres peuvent paraître, si on regarde à gauche par rapport à d'autres pays, les chiffres peuvent paraître plutôt faibles, mais il faut quand même les comparer à la taille de la population. On parle de 36 000 visites aux urgences, on parle de 15 000 appels info santé, et ces données-là, ce sont des données du passé, dans les années 2000. Donc, qu'en est-il pour la suite? Le même groupe de recherche s'est intéressé cette fois-ci au coût pour la santé, au coût des impacts de la chaleur sur le système de santé. Et ici, la chaleur, on ne parle pas de la pollution de l'air, de la maladie de Lyme, des inondations. C'est juste seulement la chaleur. C'est 15 millions en soins de santé, 5 millions d'absentéisme et 3,6 milliards de dollars en perte de vie humaine et de bien-être. Et ce qu'on pense, en fait, ce que les chercheurs ont démontré, c'est que selon les différents scénarios réalistes pour le Québec, d'ici 2050, ces coûts-là vont être multipliés par 3, entre 3 et 5. Donc, c'est un fardeau pour le système de la santé. Et comme kinésiologue, comme professionnel de l'activité physique, on a notre rôle à jouer dans cette résilience-là. Et la résilience, c'est quoi? C'est la capacité de faire face à ces événements-là. Alors, quels sont les facteurs de vulnérabilité ou de protection? Qu'est-ce qui nous rend à risque ou qui nous protège? En fait, je vous le dis tout de suite, oui, le vieillissement, mais pas que. Quand on creuse davantage, on se rend compte que ce n'est pas l'âge avancé qui nous rend vulnérables.
c'est des facteurs associés au vieillissement en moins bonne santé, qui nous rendent vulnérables. Si vous regardez cette méta-analyse, date maintenant, c'est 2007, mais c'est la seule. Elle n'a pas été mise à jour actuellement. On y voit ici des rapports de cotes de mortalité toutes causes lors des canicules. C'est issu de 6 grands articles, de 6 grandes canicules à travers le monde, notamment en Europe et aux États-Unis, dans les dernières décennies. On y voit qu'avoir un problème pulmonaire augmente de 1 à 2 fois le risque de décéder de la chaleur. Mais très rapidement, on y voit que le fait d'être incapable de prendre soin de soi, de ne pas quitter la maison, ou d'être confiné au lit, les facteurs de capacité fonctionnelle ou d'autonomie fonctionnelle sont plus puissants que certaines maladies ou que l'âge en soi. Et quelques facteurs de protection. Avoir une maison climatisée, avoir un ventilateur, avoir du monde qui prend soin de nous, des contacts sociaux, ce sont des facteurs de protection. Et souvent, dans mes conférences, je me fais dire, mais oui, mais là, on peut utiliser l'air climatisé. L'air climatisé, on sait que c'est une stratégie qui est la plus efficace pour nous protéger. C'est une stratégie qui n'est pas viable à long terme. On fait simplement prendre l'air chaud de nos maisons et on envoie l'air chaud à l'extérieur. Donc, il fait de plus en plus chaud dehors et donc on utilise de plus en plus l'air climatisé. C'est ce qu'on appelle de la maladaptation. Mais la deuxième chose, c'est que quand on regarde les personnes qui sont décédées dans l'Ouest canadien en 2021, sur ces 600 personnes, 90, comme la majorité des Canadiens, avaient l'air climatisé à la maison, mais elles sont décédées quand même, parce qu'elles ne l'utilisaient pas, souvent pour des raisons économiques. Elles avaient des ventilateurs à la maison. Et le rapport du coroner nous démontre que ces personnes avaient des stratégies, mais ne les ont pas utilisées. Et là, ça amène à l'enjeu comportemental. Quel comportement on doit prendre pour se protéger, ou quel comportement on ne prend pas et qui nous met à risque. Ce qui est intéressant, c'est que si on stratifie ensuite les résultats en fonction des personnes qui étaient en institution ou pas en institution, eh bien, on voit que avoir ces conditions de santé n'est pas une fin en soi. Parce que si on est en institution, eh bien, finalement, l'effet est largement atténué. Et les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui vivent avec une maladie cardiovasculaire ou qui ne sont pas capables de prendre soin d'elles et qui vivent à la maison sont beaucoup plus à risque. Et on voit exactement la même chose au Québec. Dans la cohorte NUH, on voit exactement la même chose. Ils ont étudié la relation entre des journées chaudes, plus de 30 degrés Celsius, et le risque d'hospitalisation et de mortalité. Alors on voit que la présentation aux urgences, les risques d'hospitalisation sont multipliés de 2 à 3 fois lors des journées chaudes. Pour la mortalité, il n'y avait pas d'effet statistiquement significatif dans cette cohorte-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a répliqué qu'au Québec, encore une fois, la capacité fonctionnelle, l'autonomie fonctionnelle, être capable de prendre soin de soi avec plus d'impact dans la probabilité d'être hospitalisé ou de mourir de la chaleur que l'âge ou que certaines maladies. Et pour une personne qui travaille en kinésiologie ou en sciences d'activité physique, l'autonomie fonctionnelle, c'est quelque chose sur lequel on a un impact puissant. Alors pourquoi la chaleur est associée à des problèmes de santé? Pourquoi on décède de la chaleur? La principale ce n'est pas un coup de chaleur. Les athlètes vont faire des coups de chaleur, mais notre population générale ne va pas faire un coup de chaleur. La majorité, c'est cardiaque. Les hospitalisations, elles sont majoritairement liées à la déshydratation. Et donc, ça revient avec ce que je disais sur le comportement. Alors, admettons qu'on est tous exposés dans la pièce où il fait très froid, comme dans l'auditorium, ou très chaud. On va tous être exposés à la même contrainte thermique. Donc, qu'est-ce qui détermine la charge de chaleur qu'on va vivre? Ben, la température, oui, mais il y a l'humidité, il y a le vent, le soleil, les vêtements qu'on porte, le niveau d'activité qu'on fait, bien entendu. C'est pour ça que les athlètes vivent des coups de chaleur, parce qu'en plus de tout ça, ben, ils produisent un effort très intense. Mais cette contrainte thermique, ce n'est pas elle qui nous prédispose au risque. C'est comment notre corps répond, l'astreinte thermique. Et je vous garantis que si dans la pièce, ici, on la met à chauffer, on va tous vivre la même contrainte, mais on ne va pas vivre la même astreinte. Certains vont avoir une température qui va grimper plus vite que d'autres. Leur cœur va battre plus vite que d'autres. Ou ils vont se déshydrater davantage parce qu'ils transpirent plus, par exemple. Et c'est ça qui nous prédispose à un risque. Une insuffisance rénale aiguë ou un problème cardiaque, une ischémie cardiaque, et donc à une complication liée à la chaleur. Et donc c'est cette cascade-là qui nous expose à un risque, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est tous les facteurs environnementaux, l'environnement bâti, l'environnement dans lequel je vis, va déterminer cette contrainte-là. Si je vis sur un îlot de fraîcheur ou un îlot de chaleur, mon risque n'est pas le même. L'activité physique nous expose à vivre une certaine contrainte thermique, une contrainte de pollution de l'air, et ensuite, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va passer d'une contrainte à une astreinte plus ou moins forte?
Et bien, c'est notre sensibilité. Personnes qui réagissent plus fortement. Mais encore là, si ma température augmente plus que la vôtre, ou que mon cœur va plus vite que le vôtre, ce n'est pas ça qui détermine mon risque. Si j'ai une bonne capacité à faire face, si j'ai un bon état de santé, mon corps peut et donc, c'est à quel point de Montréal, la vulnérabilité climatique de l'Université Laval, un des quartiers les plus vulnérables à la chaleur. Comment ils l'ont calculé? Eh bien, ils ont pris exactement ce que je viens de vous dire. Ils ont pris des facteurs de sensibilité. Ils se sont rendus compte que dans le quartier ici où se trouve le CRI-UGM, il y a beaucoup d'îlots de chaleur. Il y a une population plus vieillissante. Il y a des faibles revenus. Il y a des maisons plus vieilles. Donc, c'est des facteurs qui font en sorte que dès qu'il y a un aléa climatique, les par rapport au public, par rapport au un risque. Et donc, il faut comprendre que moi, justement, on voit les airs physiologiques, le fameux compte, ce que j'appelle le compte épargne physiologique. C'est l'idée de Jean-Pierre Després quand il parle d'investir dans son capital santé quand on fait de l'exercice. Alors, voici qu'est-ce qu'on observe avec le cas du vieillissement. Ici, d'abord, je vais vous présenter des données de collègues qui sont au Texas. Donc, l'environnement, 47 degrés Celsius et 15% d'humidité, s'applique peu au Québec. Donc, on a comparé 20 jeunes en bonne santé, 20 aînés en bonne santé pendant 3 heures dans cet environnement-là. On a ajouté de légères périodes d'exercice, donc relativement faibles, 3 mètres, pendant 5 minutes. Donc, c'est pour simuler une dépense d'énergie, d'activité de la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les aînés commencent avec une température plus basse, mais pour autant finissent avec une température plus élevée. Et quand on regarde les changements de température, les aînés ont une température qui augmente 3 fois plus que celle des jeunes. Je vous invite à constater que la personne aînée qui augmente le moins, c'est à peu près la même chose que la personne jeune qui augmente le plus. Et surtout qu'on a des aînés qui augmentent de près de 2,5 degrés Celsius, qui nous rapprochent à peu près 39,5 à 40 degrés Celsius de température interne. Et pareil pour la fréquence cardiaque. On voit que la fréquence cardiaque augmente davantage chez les aînés qui sont exposés à cet environnement-là. Donc, effectivement, les aînés sont plus sensibles. Mais lorsque l'on ajoute une condition de santé, nos données qu'on collecte actuellement au centre EPIC nous démontrent que le risque est davantage exacerbé. On a des personnes ici qui sont exposées à la chaleur, un peu dans le même environnement, donc 4 heures, 38 degrés, 60% d'humidité, donc ça reflète plus une chaleur humide québécoise. Et ici, vous allez porter attention aux personnes en gris. Ce sont des personnes âgées entre 61 et 77 ans, mais qui vivent avec le syndrome métabolique, selon la définition harmonisée. On a également présence de diabète de type 2, d'insuffisance cardiaque. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que ce sont ces personnes-là dont la température et la fréquence cardiaque augmentent davantage. Et ils ont le même âge que les aînés qui sont en bonne santé. Donc, on voit bien qu'effectivement, vieillir en bonne santé pourrait au moins nous faire en sorte qu'on réponde moins fortement, nous rendre moins sensibles. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est cette étude. C'est quand même un classique dans mon domaine. Ce qu'ils ont fait, c'est que de manière passive, ils nous injectent de l'acétylcholine. Ça stimule la sudation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer 20 jeunes et 20 aînés. Et dans chacun de ces groupes, on les divise en deux. On a 10 aînés qui sont inactifs depuis plus de 18 ans. 10 aînés qui, eux, sont actifs depuis plus de 23 ans. Et vous le voyez, ils ont un VO2 max près du double des aînés qui sont inactifs depuis plus de 18 ans. Ensuite, on a des jeunes inactifs depuis plus de 6 mois, et vous voyez qu'ils ont un VO2 max très similaire à des aînés inactifs, à des aînés actifs, pardon. Et ensuite, des jeunes actifs. Et qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, les aînés actifs suaient plus que des jeunes inactifs. Alors, est-ce que c'est vraiment le vieillissement qui fait qu'on transpire moins? Ou c'est le changement des habitudes de vie avec le vieillissement, le fait d'être moins physiquement actif, qui fait qu'on transpire moins? Si mes glandes sudorales, je ne les utilise pas parce que je ne fais pas d'exercice et que je ne m'expose pas à la chaleur, probablement qu'elles deviennent moins efficaces avec le temps et qu'elles fonctionnent moins bien. C'est ce que cette étude suggère. Et un groupe de recherche à Ottawa
a démontré qu'effectivement, à trois intensités d'exercice différentes, on voyait en bleu que le vieillissement n'avait pas d'effet sur la capacité à transpirer chez les personnes qui avaient les plus gros VO2 max. Alors qu'en mauve, les personnes qui ont des VO2 max plus faibles, on voit très bien une relation linéaire et un déclin de la capacité à transpirer avec l'avancée en âge. Donc maintenir un mode de vie physiquement actif toute sa vie pour vieillir en bonne santé et garder une bonne condition physique avec un âge plus avancé pourrait être un facteur qui nous prédispose à répondre mieux à la chaleur. Mais n'oubliez pas, être moins sensible à la chaleur, ce n'est pas que ça qui nous protège. Il y a aussi notre capacité à faire face. Et la capacité à faire face avec le vieillissement, l'état de santé a tendance à réduire naturellement. On le sait, on voit que les fonctions exécutives déclinent avec le vieillissement primaire. On sait également que la capacité cardio-respiratoire maximale décline avec le vieillissement primaire. Et on sait également que la force de préhension décline. Et vient avec ça un enjeu de capacité fonctionnelle et de participation sociale. Mais à ça s'ajoute le vieillissement secondaire et la recrudescence des maladies chroniques dont la prévalence augmente avec l'avancée en âge. Et c'est ce qu'on a voulu tester. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une soixantaine de personnes, 20 jeunes en bonne santé, 20 aînés en bonne santé, mais 20 aînés qui vivent avec une maladie. On a enfilé une combinaison, une veste et un pantalon, et on les fait chauffer. On augmente leur température corporelle de 0,5 degré, 1 degré, 1,5 degré par rapport aux valeurs de repos. Jusque-là, rien de dangereux, 1,5 degré comparativement à 37 au début, 38,5. C'est des valeurs qu'on a atteint à l'exercice chez des jeunes personnes en bonne santé, même chez des aînés en bonne santé, sans risque pour la santé. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, alors, à chaque incrément, on est dans la TEP scan, on injecte du rubidium et on s'intéresse au débit sanguin au niveau du myocarde. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'avec la chaleur, ce débit sanguin double chez tous les groupes, de la même manière bien que les valeurs soient un petit peu plus basses chez les aînés qui vivent avec une maladie coronarienne, mais le patron d'augmentation est le même. La fréquence cardiaque augmente de manière assez similaire et la déshydratation est beaucoup plus faible chez les aînés. Alors, elle est plus faible parce qu'ils transpirent moins, mais aussi, comme ils transpirent moins, ils chauffent plus rapidement et donc la visite a été plus rapide. Donc, moins de temps pour se déshydrater. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on a fixé leur température corporelle. Donc, leur astreinte était la même. Mais le risque n'a pas du tout été le même, puisque 35% des aînés qui vivent avec une maladie coronarienne ont développé de l'ischémie. Donc, un manque d'oxygène au niveau du myocarde, sans même le sentir. Aucun des participants ne l'a ressenti. Ce qu'on voyait dans le TEP scan, une ischémie. Ce qui était important, c'est qu'on a vu des participants faire de l'ischémie à partir d'une augmentation de 0,5 degrés Celsius. Dans l'étude du Texas et dans les études que l'on fait actuellement au centre EPIC, la majorité des participants, en 4 heures dans la chambre climatique, même au repos, augmente à 0,5 degrés Celsius. Imaginez si on ajoute une composante en plus d'exercice à la chaleur. Donc là, ici, on voit bien qu'il y a la sensibilité, mais aussi la capacité à faire face. Les aînés qui n'ont pas de maladie coronarienne n'ont pas développé d'ischémie. Donc, gardez en tête que c'est vraiment ces deux facteurs, la sensibilité et la capacité à faire face, qui nous rendent vulnérables. Et justement, comment l'accroître, cette résilience? Comment jouer sur ces deux volets-là? Comment réduire notre sensibilité et augmenter notre capacité à faire face? Je m'intéresse beaucoup, moi, à l'hydratation, à l'acclimatation à la chaleur et à l'exercice, pour justement jouer sur ces facteurs-là. L'hydratation, aujourd'hui, je ne vais pas en parler. Je vais me concentrer sur l'acclimatation et sur l'exercice. On sait très bien qu'on peut s'acclimater à plein d'environnements. C'est ce qui fait en sorte que certaines personnes vivent dans des pays très chauds ou des pays très froids, qu'on soit capable de vivre au niveau de la mer ou de vivre en permanence à 5000 mètres d'altitude. Ce qu'on sait moins, c'est quelle est la possibilité pour les personnes plus âgées de s'acclimater à ces environnements. Parce que toute la littérature a été obtenue chez des personnes jeunes, majoritairement des hommes jeunes en bonne santé. Et donc, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce que les aînés peuvent s'acclimater à la chaleur? Mais surtout, est-ce qu'ils peuvent s'acclimater de la même manière que les jeunes? Alors, ce qu'on a fait, ici, il n'y a pas d'exercice, c'est passif, ce sont des bains chauds. Donc, on recrute des participants pour venir faire des bains chauds tous les jours, 1 heure et demie de bain chaud à 40 degrés Celsius. Et avant et après 7 jours, on les réévalue à la chaleur dans la combinaison et on vérifie comment ils répondent. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à travers les 7 jours, la température corporelle au repos diminue graduellement.
C'est un signe bien connu d'acclimatation à la chaleur. On voit également qu'au fur et à mesure des 7 jours, les personnes suent davantage. Et transpirer, c'est notre mécanisme de défense. Donc c'est un signe d'acclimatation. Mais ce qu'on apporte de nouveau, c'est que ces réponses étaient très similaires à celles obtenues chez les jeunes. Alors, j'attire votre attention sur le graphique du bas. Les aînés transpirent plus après 7 jours, mais l'amélioration était plus importante chez les jeunes. Alors, est-ce que ça veut dire que 7 jours, c'est peut-être pas assez pour les aînés? C'est quelque chose qu'il faudrait tester. Mais somme toute, la production de sueur est augmentée chez les aînés. Et avant et après, on les expose à la chaleur avec la combinaison. Ce qu'on va aller chercher, c'est à quel moment l'organisme se défend face à la chaleur, à quel moment il active ses réponses. Donc, on va regarder comment l'organisme transpire et vasodilate ses vaisseaux sanguins avec les deux petits capteurs que vous voyez sur le bras de la personne. Et qu'est-ce qu'on a vu? Après 7 jours, l'organisme réagit plus rapidement, transpire plus vite, de manière similaire entre les jeunes et les aînés, et les vaisseaux sanguins se dilatent plus rapidement, de manière similaire entre les jeunes et les aînés. Donc, les aînés ont une capacité à s'acclimater à la chaleur. Mais cette acclimatation à la chaleur, elle joue sur notre sensibilité. Elle ne joue pas sur notre capacité à faire face. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas d'études qui nous démontrent que l'acclimatation à la chaleur de 7 jours ou même de 2 semaines va améliorer notre état de santé. Alors, on pourrait parler de la thérapie par la chaleur, les études suédoises, finlandaises qui nous démontrent que les saunas à long terme ont des bénéfices pour la santé. Oui, mais il faut en faire beaucoup tous les jours et très longtemps. Et l'exercice, finalement, c'est une très bonne stratégie parce que l'exercice joue sur ces deux composants pour nous rendre moins vulnérables. Donc, on a lancé une étude très récemment, d'ailleurs qui a été financée par les IRSC il y a quelques jours. L'idée de l'étude, c'est de mieux comprendre qu'est-ce qui nous prédispose à répondre plus fortement. Donc, on est exposé à la chaleur et on va aller chercher, est-ce que c'est l'effet du sexe, l'effet de l'âge, l'effet de la médication, de l'état de santé, l'interaction de plusieurs de ces facteurs-là qui fait en sorte que notre température augmente plus, que notre cœur bat plus rapidement ou qu'on se déshydrate. Le protocole, c'est le suivant. On est exposé dans la chambre climatique pendant 4 heures à 38 degrés, 60% d'humidité, et on alterne entre des périodes sédentaires et des périodes de léger exercice. Donc, c'est de la marche entre 3 et 4 mètres. Mais là où j'apporte mon grain de sel, c'est que nous, au Centre Épique, on a plusieurs études d'intervention en entraînement. Et en fait, je profite de ces études en intervention. J'évalue les participants qui le souhaitent à la chaleur avant leur intervention en entraînement. Et ensuite, après 6 mois ou 1 an d'intervention en entraînement. Et ça permet de commencer à collecter des données pilotes sur la question et sur mon hypothèse. Est-ce que une intervention d'entraînement, en plus de tous les bénéfices qu'elle pourrait avoir sur la santé, pourrait aussi améliorer la manière dont on répond à la chaleur? Et justement, les personnes qui répondent le plus fortement dans notre collecte de données actuellement, ben, c'est les personnes justement plus vulnérables qui participent à ces projets d'entraînement. Donc actuellement, j'ai évalué 19 personnes avant l'intervention et pour l'instant, j'en ai 6 qui ont terminé l'intervention de 6 mois d'entraînement. Et donc les données préliminaires sont ici. Donc ça reste très très préliminaire. Je vais aller présenter ça à la CUSAP prochainement à Trois-Rivières, puis j'en parlerai aussi à la FKQ l'été prochain. Donc j'ai 6 personnes qui ont complété. Avec l'entraînement, ils ont eu une amélioration de leur capacité cardio-respiratoire maximale de 5 millilitres par kilo par minute, ce qui est quand même très intéressant après 6 mois. Le tour de taille n'a pas changé. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, malgré mon hypothèse, pour le moment, après 6 mois d'entraînement, quand on réexpose les personnes, elles ne transpirent pas plus. Leur température corporelle est légèrement plus augmentée, donc ça va à l'inverse de ce que je pensais pour le moment, mais ils transpirent moins, leur température est un petit peu plus élevée. Alors en delta, la température a augmenté de la même manière, mais en absolu, elle est plus élevée. Leur fréquence cardiaque, elle, est la même. Et quand on creuse un petit peu plus, on se rend compte que les personnes qui adhèrent le plus au programme d'entraînement, qui complètent le plus de séances, en retirent des bénéfices. Alors, 6 personnes uniquement, pour le moment, il faut être très prudent, mais on y voit que les personnes qui ont le plus d'adhérence ont une réduction de leur température à la visite poste, ont une réduction de leur fréquence cardiaque et transpirent davantage. Donc, bien entendu, l'idée ici, dans les prochaines années, c'est de collecter beaucoup plus de données pilotes pour pouvoir lancer une intervention qui permettrait de tester cette hypothèse de manière plus rigoureuse scientifiquement. D'ailleurs, je collabore avec un cardiologue au Centre Épique. Lui s'intéresse beaucoup à la rémission du diabète par le mode de vie actif, donc par l'intervention d'entraînement, par la nutrition. Et il a des bons résultats actuellement au Centre Épique sur la rémission du diabète.
Et c'est une question que je me pose également. Est-ce que si on a la rémission du diabète par un mode de vie sain et actif, ça pourrait aussi nous amener ce personnel plus résilient à la chaleur quand on sait que les personnes qui vivent avec le diabète répondent moins bien euh, à la chaleur. Alors, face à tout ça, je me demande, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on est prêt en tant que population, en tant que kinésiologue? Je sais qu'on a parlé de la stratégie nationale de la prévention. Je pense qu'on ne peut pas parler de prévention si on ne parle pas de santé durable ou de santé planétaire. C'est impossible. Euh, et pourquoi je me pose la question si on est prêt? Eh bien, les chiffres nous le démontrent au Québec. Le tour de taille des Québécois a été multiplié par 2 en 20 ans. La population vieillit, je l'ai dit, si le Québec était un pays, on serait le cinquième pays le plus vieillissant au monde. Et surtout, les données récentes qui nous démontrent que la jeunesse québécoise a observé, et comme à travers le monde, une réduction de sa capacité physique par rapport à sa dernière génération. Et pourtant, ce sont eux qui vont vivre davantage ce réchauffement climatique. Et donc, je reviens à la question que je me posais initialement, est-ce qu'on n'est pas en train d'être dans un scénario où on a des personnes de plus en plus vulnérables, et donc moins bien équipées à tolérer la chaleur, qui vont y être de plus en plus exposées? Mais là, ici, je parle des jeunes. Et donc voilà, si vous avez des questions, je suis ouvert. J'ai essayé de faire tout pour que on ait Donc, initialement, j'avais prévu, là, on a du retard à cause qu'on a commencé en retard, mais je voulais faire ma présentation courte pour qu'on laisse du temps à l'échange puis aux idées, parce que, comme vous l'avez vu, c'est une collecte de données préliminaires qui a débuté. Puis l'idée, après, c'est de créer quelque chose. Donc, ça peut amener à des collaborations ou quoi que ce soit. Donc, c'était ça l'idée, de laisser du temps pour échanger. Puis, voilà. Dis-toi. Mylène. Bon, moi, j'ai une question. Je vais modérer. Si vous posez des questions. Merci Thomas pour cette belle présentation. J'ai deux questions pour toi. La première, c'est celle du Québec, de façon générale. Il y a des vagues de chaleur, mais il y a des vagues de froid. Oui. Et chez la personne âgée, tu as les deux adaptations à faire. Oui. Tu t'intéresses essentiellement au chaud pour l'instant, puis je le comprends, mais puis on dit, nous, on a un projet de marchabilité qu'on fait en ce moment dans l'hiver. Cette année, par exemple, ça fait 3 semaines qu'il fait -20, -15 quand il marche dehors, etc. Comment tu vois l'adaptabilité? Parce qu'il y a l'adaptabilité à la chaleur, mais il y a aussi l'adaptabilité au froid, et ils vivent dans les deux à tous les jours. Ça, c'était ma première question. Comment tu le conçois? Comment tu veux l'évaluer? Et ma deuxième question, c'est par rapport à ton programme d'activité physique. Comment tu évalues l'intensité ou qu'est-ce qui t'a fait choisir tel programme, tel exercice sur telle intensité? C'est quoi les modalités? C'est un bon. Parfait, super. Voilà. En ligne, là, je vais peut-être répéter juste pour être sûr qu'on entend bien. Donc, la première question sur le froid, c'est un bon point. Le seul point ici, c'est que avec l'entraînement, on peut jouer sur la sensibilité parce qu'on va l'entraînement faire en sorte qu'on transpire plus. Puis ça, c'est bien démontré chez des jeunes, mais ce n'est pas encore démontré chez des aînés, notamment qui vivent avec des conditions de santé chroniques. Mais on joue aussi sur la capacité à faire face. On peut s'acclimater au chaud. On peut s'acclimater au froid, mais pas de la même manière. Le froid, c'est beaucoup plus comportemental et puis c'est aussi très perceptuel. Parce que le froid, comment on y répond? On grelotte, on frissonne, puis ça nous réchauffe. Mais en fait, il y a des chercheurs qui sont intéressés à ça. Denis Blondin à l'Université de Sherbrooke s'est un peu intéressé à ça. L'acclimatation au froid, encore du mal à savoir si on peut vraiment physiologiquement bien s'acclimater au froid. Puis, l'exercice régulier, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a rien qui me laisserait croire que ça jouerait sur ma capacité de grelotter. Est-ce que ça améliorerait ma capacité à frissonner? Donc, je me réchaufferais plus? Je ne suis pas sûr. Et la deuxième chose qui fait que je m'intéresse beaucoup à la chaleur, c'est les études qui nous démontrent qu'effectivement, le froid a des effets dans les données. En absolu, on meurt, en fait, dans le monde, pour l'instant, on meurt plus du froid que du chaud. Mais à long terme, ce que les données démontrent, c'est qu'on va mourir plus du chaud. Au début, on pensait ça allait s'équilibrer parce qu'il allait faire plus chaud. Donc, la mortalité liée au froid allait diminuer. Celle au chaud allait augmenter, puis ça allait s'équilibrer. Mais les dernières données nous démontrent que non, ça va être un effet, ça va être un effet exponentiel. Et en fait, la mortalité à la chaleur va remplacer la mortalité au froid. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse davantage à la chaleur. Mais je suis très intéressé à m'intéresser, je suis très curieux à vouloir m'intéresser au froid parce qu'on sait très bien. En fait, les températures sont dures sur le cœur. Il faut encore comprendre comment on peut mieux se protéger. Puis le froid, une des principales, c'est le comportement. Puis on l'a vu à Montréal, qu'on a une capacité de s'adapter. Pourquoi on a peu de mortalité au froid à Montréal? Parce qu'avec le temps, on a mis en place des capacités d'adaptation, infrastructures, etc. Je réponds à la deuxième question, puis après Benjamin.
La deuxième question, elle est très importante. Donc ici, je travaille avec les interventions du centre public. Donc, je profite d'une intervention pour moi collecter des données. Donc, je ne choisis pas ce que je fais en termes d'intensité d'exercice, de modalité, etc. Il y a une chose qui est très importante à considérer. La notion entre exercice et activité physique. L'activité physique régulière, est-ce qu'elle amènerait à des adaptations ou à une résilience à la chaleur? Je ne suis pas sûr. Parce que pour aller chercher des adaptations à la chaleur, il faut stimuler le système cardiovasculaire, la transpiration, la température interne. Et donc, il faut des intensités d'exercice qui sont plus élevées. Et c'est là qu'on fait la notion exercice, la distinction exercice de l'exercice que je fais fréquemment avec un objectif particulier ou de l'activité physique, prendre mon vélo à tous les jours, me déplacer, etc., etc., etc. Donc, je pense qu'avec la prochaine étape de ça, c'est d'abord, tester l'hypothèse. Est-ce que je vais voir quelque chose à travers ces données-là, pour ensuite établir des projets, et c'est là que les modalités d'exercice vont être importantes. Donc, par exemple, de l'exercice par intervalle, avec de l'intensité plus importante, avec un principe de progression, bien entendu, mais je pense que ça prend ça. Parce que l'activité physique à de faible intensité, je ne suis pas convaincu que ça va amener un stimulus suffisant pour avoir des adaptations. Et c'est là qu'il faut faire la distinction exercice-activité physique qui est importante et que parfois on ne fait pas nécessairement encore. Je vais pousser plus loin, juste ma question. Est-ce que c'est de l'intensité qui est liée à la charge de travail ou à la stimulation cardiaque? C'est important. Mais en fait, moi j'irais avec la stimulation. Moi, à la stimulation cardiaque. Et puis en fait, ça nous amène à nous dans nos domaines en thermorégulation. En thermorégulation, la technique pour acclimater les personnes, c'est de dire à tous les jours, il faut qu'on fasse en sorte que leur température interne est à 38,5. Tous les jours. Sinon, on n'aura pas d'adaptation. Puis, c'est pas ce que je crois et c'est pas ce qu'on croit nous, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que tu t'acclimates à la chaleur? C'est probablement justement la stimulation cardiaque, la vasodilatation de tes vaisseaux sanguins, la capacité de transpirer, etc. Et en fait, on a démontré, Julien Perriard, le collègue avec qui je travaille en Australie, ben, lui, il s'intéresse à l'acclimatation à la chaleur en regardant comment je régule mon intensité d'exercice à la chaleur par la fréquence cardiaque et non pas par la température de l'organisme. Et ce qu'il voit, c'est qu'il obtient des résultats qui sont très similaires par le protocole classique, voire même mieux. Donc, ça amène à cette analogie-là de nous, notre domaine à nous, de thermorégulation. Ben, la stimulation cardiaque, ça, c'est davantage préférable. Oui. Quel type d'exercice est différent si on veut s'acclimater à la chaleur Je sais pas, mais en fait, parce que la chaleur, on peut s'y acclimater soit en s'y exposant passivement, comme les bains, c'est ce que j'ai fait, sinon par l'exercice. Même si c'est de l'exercice température neutre, c'est de l'exercice parce que ma température va augmenter, stimulation cardiaque, sudation, vasodilatation, je le fais tous les jours, je m'adapte. Le froid, comment on va essayer de s'y adapter? Pas par l'exercice, on va essayer de s'y adapter passivement, par des bains froids, par des expositions à l'extérieur au froid. Donc, il n'y a pas nécessairement d'exercice. Pourquoi? Parce que si on fait de l'exercice au froid, on peut faire de l'hyperthermie, on peut faire de l'hyperthermie. Pour s'acclimater, les mortalités aussi bien Ouais. exposé au froid ou au chaud, c'est ça? Ouais. Est-ce que, pour prévenir ça, est-ce que le type d'exercice qu'on doit faire est le même, le même profil? Ce sont des exercices à haute intensité ou plutôt. Ben, non, je ne suis pas sûr Pour éviter la mortalité liée au froid, ouais. Pour éviter la mortalité liée au chaud ouais. chez la personne âgée, ouais. est-ce que tu recommandes le même type d'exercice en prévention ou c'est deux exercices différents parce que physiologiquement, c'est deux choses? C'est deux choses, c'est ça, exactement. Non, je pense qu'en fait, pour répondre à cette question-là, il faut regarder pourquoi on décède de la chaleur. Le décès et du froid, en fait, c'est cardiaque. Pour le froid, il faut encore creuser les mécanismes pathophysiologiques. Pour le chaud, ce qu'on a démontré, c'est que c'est un mécanisme plutôt lié à l'ischémie. Donc, l'ischémie, souvent, ça va être des personnes qui vivent avec une maladie coronarienne. Donc, si, admettons que le principe pour le froid serait le même, de l'ischémie, puis c'est ce qu'on voit quand les gens pèlent l'hiver au Québec, il n'y a pas de raison de croire que la modalité d'entraînement ou d'exercice que je proposerais serait différente. Parce qu'en fait, on joue sur une pathophysiologie qui, à la base, est probablement la même. Puis en fait, on le voit dans les chiffres de santé publique, la mortalité, elle vient de la même raison. Après, la pathophysiologie derrière, est-ce qu'elle est pareille, chaud-froid? Je ne sais pas, mais j'aurais tendance à croire que oui.
Après, le cœur ne travaille pas plus vite au froid ou au chaud pour les mêmes raisons. Mais l'oxygène même, il travaille plus fort. Peut-être que ma question elle est dans le champ, j'ai peut-être mal compris ce que tu as dit, mais j'ai l'impression que tu as dit que c'était plus perceptif et moins physio, les acclimatations au froid, mais je ne comprends pas trop en fait, du coup, parce que c'est une acclimatation et que tu as la perception du froid, elle résulte de processus physiologiques de la même manière que la perception de la chaleur résulte de processus physiologiques. Exact. Et c'est pour... Donc pourquoi l'une plus que l'autre est perceptive versus physio alors que les deux interagissent? C'est pour ça qu'en fait, ce qui est en ce moment dans la littérature, c'est la redéfinition des termes adaptation, acclimatation, habituation. Le froid, on l'associe davantage à une habituation. On s'habitue au froid. S'acclimater ou s'adapter, en physiologie, ça revêt une connotation de, il y a un mécanisme physiologique derrière qui fait que je transpire plus. Donc, si je transpire plus, je me défends mieux face à la chaleur. Ouais, mais le froid. la même chose avec les études sur le froid, ce qui montre qu'il y a des adaptations au froid sur la manière dont répondent les muscles ou le métabolisme qui change, etc. Donc, il y a aussi oui, mais à ma connaissance, les effets sur le froid, les dernières méta-analyses qu'il y avait, on s'adapte au froid, on s'adapte. Les adaptations qu'on a ne sont pas du tout les mêmes qu'au chaud en termes de magnitude. Comment une personne va réagir la deuxième fois qu'on la réexpose après 7 jours de bain, on voit des réponses qui sont réduites de manière substantielle. Pour le froid, les réponses ne sont pas réduites de manière. L'effet négatif du début n'est pas réduit de manière substantielle. C'est ce qui a amené au fait que on fait cette distinction. Je m'habitue, habituation ou acclimatation. Oui. Il y a d'autres questions, parce que moi je peux en avoir plein. Oui. Moi j'ai une question pour toi, puis c'est pratico-pratique, parce que je suis en train de réfléchir en même temps que je te pose la question, mais prenons une personne âgée, tu viens nous dire il faut qu'elle en fasse un peu tous les jours. En fait, il faut faire tous les jours de l'effort. Est-ce que tu as une durée minimum par jour ou une intensité que tu vises? Puis est-ce que, par exemple, si on visait avec eux de se dire que une fois par jour, ils font un 6 minutes euh, assis debout, sur place, avant de sortir, est suffisant pour qu'il y ait une acclimatation. Et donc ça, c'est pratico-pratique, c'est un santé publique qui est hyper facile à faire. Puis leur dire, vous ne devez pas être capable de parler pendant ce 6 minutes. Ouais. Ou est-ce que c'est vraiment une durée beaucoup plus grande que ça et donc ça ne se fait pas dans un domicile et donc finalement en santé publique, ça ne marche pas? C'est quoi la magnitude? Comment tu vas le tester? C'est un excellent point. En fait, je pense que c'est là qu'il faut aller pour la suite des choses. Puis c'est le but de venir présenter aujourd'hui. En fait, ma réponse serait la durée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tantôt j'ai dit qu'il faut un stimulus suffisant, mais en fait, il faut qu'il soit suffisamment prolongé. Pourquoi? Parce que vous vous êtes rendu compte, vous commencez un exercice à haute intensité. Quand est-ce que vous transpirez? Souvent, si on fait 10 minutes, quand est-ce qu'on transpire? À la fin. Puis on continue à transpirer à la fin. Ce qu'on sait, c'est que quand on est exposé à la chaleur, les réponses, elles se déclenchent après un certain temps. C'est exactement ce que je voyais tantôt sur mes deux graphiques d'acclimatation. L'organisme commence à transpirer quand il a détecté que dans le corps, il y avait déjà eu une certaine augmentation de température. Donc ça prend une certaine, il faut que cette température augmente. Ça active mes réponses de sudation, réponse cardiaque qui est plus exacerbée à cause de la chaleur, mais après, il faut les maintenir. Pour s'adapter, il faut quand même les maintenir un petit peu et les répéter. Il faut les maintenir combien de temps? Je ne le sais pas. Pourquoi? Parce que notre littérature actuelle, elle veut maintenir tout le temps une température de l'organisme. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est il faudrait maintenir une heure, 38,5 de température interne. Mais avant, il faut s'y rendre à 38,5. Et notre littérature, en thermorégulation, elle est rendue là. Et c'est là que nous, on dit, non, on peut probablement s'adapter à avant ça. Donc, je pense que 6 minutes, je ne suis pas sûr. Je pense que l'idée, le raisonnement est bon pour avoir une réponse concrète à donner, hein. Mais avant, il faudrait le tester. Et je pense qu'il faudrait trouver une balance entre quelque chose qui est suffisamment intense, et probablement par intervalle, mais qui est quand même suffisamment prolongé. Prolongé, ça serait quoi? Je le sais. En termes de durée, je ne le sais pas, mais il faudrait rebondir. Ouais, j'ai une autre sous-question là-dessus. Donc, je comprends que la durée, je prenais 6 minutes, mais ça peut être 10 minutes d'impact, etc. Mais je comprends qu'en fait, ce n'est pas des snacks, mais c'est un seul but pour avoir cette intensité. Ouais, c'est vrai. Comment tu fais pour aussi faire ressentir à des gens âgés qui n'ont pas le sentiment d'arriver à un pic de chaleur,
ils sont arrivés à cette intensité-là et que donc ça suffit parce qu'ils sont après à risque aussi que les entraînes s'ils sont fragiles. Quand tu dis pic de chaleur, c'est. Mais, tu sais, tu dis il faut qu'ils arrivent à une certaine intensité, mais il faut qu'ils transpirent. Ouais. Tu viens de le dire, les personnes âgées transpirent moins. Donc, avant qu'ils transpirent, ça va leur demander encore plus de temps. Et à quel moment tu les mets pas en danger, entre guillemets, parce que tu veux, tu sais que ton signe clinique, ça serait, ton message clinique, ça serait, il faut que vous transpiriez, mais eux, en fait, ils sont déjà à la température. Ouais, non, je vois, parce que après, il faut pas oublier une chose, c'est que qu'est-ce qui fait que dans mon organisme, la température augmente? C'est mon intensité de travail en absolu. Okay? Donc, puis, elle est bien souvent plus basse chez les aînés. Donc, il y a aussi faut considérer ça. Et donc, ça, pour répondre à cette question et à la précédente, la stratégie qu'on essaierait de mettre en place actuellement à EPIC, puis qui est une bonne stratégie, puis qui a été démontrée chez des aînés, faites de l'exercice, faites votre exercice régulier dans le gym, n'importe où, à la maison ou quoi que ce soit, mais c'est mieux dans un gym, parce que souvent dans le gym, il y a un sauna ou un bain chaud. Et donc, votre exercice, même tempéré, vous pouvez augmenter votre température, et après, 30 minutes d'exposition à la chaleur sous forme de bain chaud, même si c'est que les membres inférieurs, sauna, etc. Et ce qu'ils ont démontré, c'est un très bon modèle d'adaptation à la chaleur, parce qu'on fait la programmation de l'exercice qui est prévue sans la modifier. Elle permet d'augmenter légèrement la température et aussi stimuli cardiaque, de suration, et on maintient ça par une exposition à la chaleur qui est passive. Donc cette combinaison exercice et exposition passive pourrait être très intéressante. Et qu'est-ce que ça permettrait? Ça permettrait de faire de l'exercice toujours dans un environnement tempéré et d'éviter l'effet de faire de l'exercice à la chaleur. Parce que faire de l'exercice à la chaleur, c'est désagréable. Ça peut poser un risque, comme Mylène le dit. Donc il y a cette combinaison qu'on peut aussi ajouter. Ça pourrait être ça. Et puis l'idée derrière ça, en fait, l'idée de faire du bain chaud après l'exercice, c'était ça. C'était de ma température va légèrement augmenter pendant l'exercice. Je vais bénéficier de cette hausse-là qui elle est en train de monter, mais je vais la maintenir pendant une vingtaine de minutes par du sauna ou par du bain chaud. Ça, on le savait bien chez les jeunes. Les athlètes font ça. Ils ne vont pas modifier leur entraînement parce qu'un athlète ne sait pas modifier son entraînement. Le coach ne peut pas modifier l'entraînement, fait qu'ils font ça. Et puis là, récemment, il y a un groupe européen qui avait démontré que ça fonctionne chez les aînés. Ce qui est intéressant avec ça, c'est un peu comme une nouvelle méthode en entraînement du sport où on va faire de la privation de sommeil aux gens pour augmenter leur résistance à la fatigue, et d'entraînement mental pour amener le tonus, etc. En fait, c'est créer une surexposition à oui, pour développer la résistance. C'est super intéressant. Je me pose une question, c'est qu'on en revient de manière continue à l'exercice à haute intensité. Donc, je sais que Mylène va me dire que ses participants, ils aiment ça, mais les participants de Mylène, ils sont actifs. Oui. Ah, puis les autres avec ils sont en forme, ils sont en shape. Si tu mets quelqu'un qui n'est pas actif, et qui est inactif, et tu veux faire de l'exercice à haute intensité, de vraie haute intensité, la personne, c'est des réponses affectives pas bonnes, etc., et la personne se désengage. Est-ce qu'il y a des moyens autres que d'aller mettre les gens à haute intensité? Parce qu'il y a des gens, ils ne voudront juste pas le faire, en fait. En fait, pourquoi on a commencé par le bain? Moi, je suis très conscient, hein. Le bain, 40 degrés, personne ne va faire ça à la maison tout seul. C'est dangereux, le risque d'hyperthermie, le risque de glisser à la fin et de tomber. Mais en même temps, le démontrer par le bain, le rationnel, c'est que on peut, pour des personnes avec un déconditionnement plus avancé, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par des expositions à la chaleur petites et progressives? Donc, par exemple, des bains de pied, de l'eau jusqu'aux hanches, qui font en sorte d'aller chercher le système cardiovasculaire, la vasculature, et qui progressivement pourraient faire en sorte d'amener des bénéfices cardiovasculaires. Et là, on tombe dans la thérapie par la chaleur, et ensuite amener les personnes à l'exercice. Et ça, il y en a qui s'intéressent à ça, justement. S'intéressent à, OK, on va commencer par une approche passive d'exposition à la chaleur, qui a des bénéfices, qui peut améliorer la capacité, en fait, le système cardiovasculaire, et qui pourrait ensuite, on pourrait transférer à l'exercice. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement, mais ça serait une possibilité. Et la stratégie que j'ai mentionnée, de faire exercice normal, pas nécessairement que haute intensité, ta programmation d'exercice, et après, quoi qu'il en soit, elle va augmenter la température interne. Plus ou moins, dépendamment de l'intensité absolue de ton exercice. Mais elle va quand même l'augmenter. Tu pourrais l'augmenter de 0,5 degré et aller chercher un autre 0,5 degré par une exposition passive de 30 minutes après. Et si tu fais ça fréquemment, l'organisme va s'adapter. Ce serait un bon compromis, en fait, une bonne stratégie. Oui. Là, c'était une petite question, juste
est-ce que les mécanismes de chaleur qui vont, par exemple, permettre d'avoir une plus grande résilience, est-ce que ce sont les mêmes que l'activité physique ou bien ce sont différents mécanismes qui vont fonctionner pour qu'on soit plus Ouais. résilient? Ben, les facteurs de sensibilité, c'est ça, c'est que l'exercice régulier, tu sais, les personnes qui sont physiquement actives, souvent, puis c'est désagréable pour elles, mais elles transpirent plus. Et en même temps, c'est ça, c'est un bon mécanisme de défense, c'est de transpirer davantage. Puis de l'autre côté du revers de la médaille, la capacité à faire face, ben, simplement, je le dis simplement, mais avoir un cœur en bonne santé, en fait, d'être physiquement actif, de faire de l'exercice fréquemment pour en fait vieillir en bonne santé, avoir une bonne réserve cognitive, une bonne capacité fonctionnelle, un cœur en bonne santé, qui fait en sorte que ben, on est beaucoup plus outillé lorsqu'on va vivre un stress environnemental, tout simplement. Et la chaleur, quand c'est quoi la différence Entre l'exercice et la chaleur. Oui, quand pour le corps, pour qu'il s'adapte mieux à la chaleur, est-ce que ce sont les mêmes mécanismes ou bien Oui, différents? oui, exactement. Puis dans notre domaine de thermorégulation, on appelle ça, en fait, on dit que l'exercice, c'est une forme de préacclimatation. Et on le voit avec les athlètes. Donc les athlètes, on les teste à la chaleur comparativement à des personnes du même âge, tous les facteurs égaux, les athlètes sont déjà préacclimatés. Mais ces athlètes-là, si je les mets 7 jours dans le bain, ils vont encore plus s'acclimater. Donc en fait, c'est juste que les deux amènent à la même chose. Si on combine les deux, bah, on a encore plus de bénéfices. Dans un monde idéal, on dirait aux personnes, faites de l'exercice à la chaleur. Mais c'est parce que là, il y a un risque. Et jamais je dirais ça à quelqu'un, si je ne le connais pas, je ne vais pas évaluer, parce que là, je le mets dans une situation à risque de développer un problème cardiaque et d'avoir un événement indésirable. Continuer sur le côté des athlètes, est-ce que vous avez une idée, par exemple, comment pouvaient s'acclimater les athlètes marathoniens qui s'entraînent, par exemple, au Kenya et tout ça, parce qu'ils sont quand même sous des conditions climatiques assez rudes au niveau de la chaleur. J'ai pas forcément en tête des études qui ont pu se... Je connais juste des personnes qui sont parties de France pour aller s'entraîner au niveau du Kenya. Et au niveau de cette acclimatation-là, elle disait que c'était vraiment très rude cardiovasculairement parlant. Est-ce que vous avez essayé de regarder par rapport à un type d'entraînement qu'on fait pour pouvoir s'acclimater justement dans ces conditions extrêmes? Ouais, c'est une bonne question. En fait, moi personnellement, non. Mais en fait, par mon bagage dans mon doctorat où je m'intéressais beaucoup à la performance, oui, parce que c'est les athlètes kenyans, en Afrique de l'Est, il y a plein de facteurs à considérer. Il y a la chaleur, mais il y a l'altitude. Dans ces pays-là, il y a l'altitude. Fait que déjà, ils sont entraînés, donc ils ont un volume d'hémoglobine beaucoup plus important. La chaleur améliore aussi l'hémoglobine. Ce sont des athlètes, donc déjà là aussi de base, ils sont prédisposés. Et il y a un autre enjeu avec ça, c'est des gens qui tolèrent aussi déjà beaucoup mieux la déshydratation. Si on nous déshydrate nous ou eux et on nous demande de performer, eux, ils peuvent courir le marathon. Ces gens-là courent le marathon en buvant 400-500 millilitres. Et moi, je ne pourrais pas courir mon marathon en buvant 400-500 millilitres. Donc, mais ces gens-là font ça depuis tout petit. Donc là, moi, je parle d'acclimatation pendant 7 jours, ça fonctionne. Mais qu'en est-il si depuis tout petit, je suis habitué à vivre à la chaleur, à travailler à la chaleur, à faire mon fonctionnement à la chaleur? C'est pas, ils ne sont pas restés là un mois, ils sont là depuis tout petit. On revient sur l'exposition à l'environnement. Et en fait, exactement. Et puis nous, à l'inverse, je me lève le matin, je suis dans ma maison climatisée, je vais dans mon auto climatisé, je viens ici climatisé, et puis je rentre chez moi, c'est climatisé. Et quand nous, on fuit, et on n'a pas une bonne stratégie, puis ben, eux ne fuient pas nécessairement, et ça donne ce qu'elle donne. Mais en fait, tout ça provient de la physiologie classique, puis c'est la physiologie militaire, puis spatiale, puis l'entraînement pour préparer les athlètes à la chaleur. Donc, c'est juste que là, on prend ces idées-là, puis on les réapplique dans le cadre du changement climatique. Il y a une question, il y a Aline Moussa qui a levé la main. Oui, Oui, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? oui, on entend bien. Oui, merci. J'ai une question super naïve sur la sudation des aînés. Euh, si j'ai bien compris, tu faisais l'hypothèse que peut-être ça vient du fait que les glandes fonctionnent moins bien, par exemple. Je me Ouais. demandais si ça pourrait être aussi que simplement, il me semble en fait que les aînés mangent un peu moins et boivent un peu moins. Et je me demandais si ça pouvait être lié à ça et si on les faisait boire plus pendant la séance d'exposition à la chaleur, est-ce qu'ils suraient plus? Ouais, c'est une bonne question. Alors déjà, on transpire, ça c'est une mauvaise nouvelle pour nous, là. On transpire moins dès 40 ans. Donc c'est tôt, c'est assez tôt que le déclin avec le vieillissement survient pour la sudation. Euh,
On sue moins parce que nos glandes sont moins productives par glande, pas parce qu'on perd des glandes. Longtemps, on pensait qu'on perdait des glandes sudoripares. C'est faux, c'est juste qu'elles sont moins denses et donc euh, elles excrètent moins par glande. Puis on voit que les personnes qui s'entraînent fréquemment ont des glandes plus denses. Par des biopsies de la peau, on voit qu'elles sont plus denses. Euh, Maintenant, la manière dont je m'hydrate n'a pas d'impact sur la manière dont je transpire, sauf si je suis dans un état déshydraté très extrême. Il y a un moment donné où, quand on va vers un coup de chaleur, c'est quand on s'approche du 40,5 degrés puis qu'il y a des impacts sur le système nerveux central. Euh, Quand je suis trop déshydraté, mais là je parle de très très déshydraté, ça serait comme des changements de masse corporelle aux alentours de 5 à 10% de la masse corporelle là, de perte d'eau aiguë en quelques heures, qui font en sorte que là, on se rend compte que la circulation est ralentie. Mais boire plus ne ferait pas en sorte de transpirer davantage. Et d'ailleurs, boire plus, si c'est que de l'eau, pourrait même être dangereux là, avec des mécanismes d'hyponatrémie, en fait, des phénomènes d'hyponatrémie puis de dilution du compartiment sanguin. Donc, j'inviterai pas mes aînés à boire plus pour cette raison-là. Je les inviterai à boire plus si, quand je les ai évalués, je me rendais compte qu'ils ne buvaient pas assez. Puis ça, c'est super important. Euh, on dit que les aînés boivent moins. Je m'intéresse à cette question-là, mais j'ai eu des aînés qui parfois boivent 2 à 5 fois plus que ce qu'ils auraient besoin pendant leur visite, et ça peut être dangereux. Donc, avant de dire aux aînés, buvez plus, moi, je suggère de les évaluer. Avant une séance d'entraînement, vous les pesez, vous les repesez après. Vous allez voir, les aînés qui boivent trop, il faut peut-être un peu les ralentir. Les aînés qui boivent pas assez, justement, là, je mettrai des stratégies en place. Mais ça m'amène à dire ce point-là qui est important. On ne dit pas la même chose à tout le monde parce qu'on peut prédisposer à un risque. Une personne qui a une maladie cardiaque, son médecin lui a dit de boire 1 litre d'eau, pas plus. Et si moi je lui dis, hey, j'ai lu qu'il fallait boire 2 litres par jour, là je lui donne un conseil qui peut pas être un conseil pour cette personne-là. D'accord, merci Puis, beaucoup. puis, stratégie importante à considérer dans vos entraînements, les personnes qui transpirent moins, vous prenez de l'eau, vous les mettez sur les avant-bras, sur le chest, vous mettez un ventilateur, vous venez de remplacer la transpiration. Parce que cette sueur va s'évaporer avec le ventilateur en plus, puis ça rafraîchit. Fait que la meilleure stratégie pour les aînés qui s'entraînent au gym et qui ont chaud, c'est mettre de l'eau. Au lieu de boire l'eau, ils peuvent la boire, mais mettez-la sur les avant-bras, sur la tête, partout. Mettez un ventilateur et vous venez de faire le même travail que la transpiration. Une question qui me discute depuis tantôt. Est-ce qu'il y a de la littérature par rapport aux variations de température importantes, mettons, variations importantes de température et rapides, non extérieures? Ah, extérieur. Oui, c'est-à-dire, parce que autant, bon, on le voit l'hiver, mais l'été où on est exposé, par exemple, à un milieu qui est tempéré, qui a de l'air climatisé, puis après ça, il fait 40 degrés dehors. Ouais. Est-ce qu'il y a de la littérature à ce sujet-là? Je m'en souviens, puis l'étude, je ne la connais pas sur le bout des doigts, mais je m'en souviens de Dr Junot qui s'est intéressé à cette question-là parce que Dr Junot à EPIC s'intéresse beaucoup à chaleur, cœur. Puis, tu sais, quand on va au spa, on fait chaud, froid, chaud, froid. Donc, je vous ai dit, le froid est dur pour le cœur, le chaud est dur pour le cœur. Si je fais la combinaison des deux, est-ce que c'est dur pour le cœur? Et pour les personnes en bonne santé, le risque était pas plus élevé, mais après, la question se pose pour des personnes qui ont des facteurs de risque, une maladie coronarienne, par exemple. C'est souvent, on va le voir dans l'histoire, c'est écrit il y a un contrat médical. Maintenant, est-ce que qu'il y a beaucoup? Je suis pas l'adaptation sûr qu'il y en ait au beaucoup. chaud, mettons un protocole d'adaptation à la chaleur, aide aussi dans ces variations-là ou ça m'aide quand je suis à la chaleur tout le temps? Ouais, ça c'est une excellente question. Puis le domaine sportif s'intéresse à ça. On se rend compte que s'acclimater à la chaleur nous aide à maintenir notre performance à la chaleur, mais il n'y aurait pas tant de bénéfices à un environnement tempéré. C'est très contradictoire. Il y a des méta-analyses qui vont dire oui et d'autres qui vont dire non. Alors une méta-analyse, le résultat peut varier en fonction de la méthodologie de la méta-analyse, mais avant d'avoir une conclusion ferme sur ça, il faut attendre encore. C'est pareil pour l'altitude. Hein. L'altitude, il y a des bénéfices pour l'altitude, mais est-ce qu'au niveau du sol, ça se retranscrit? Il y a une tendance forte à dire oui, mais quand on regarde bien la littérature, il y a aussi beaucoup de littérature qui, des fois, c'est pas si clair que ça. Pas tout le temps si clair que ça. Ouais. Une dernière question, si on peut, je sais pas. Ah oui, c'est le but. On va se dire. Deux phénomènes qui jouent sur la thermorégulation et donc sur l'adaptation à la chaleur, en tout cas deux très connus et que toutes les femmes ont y échappé, la ménopause
qui dure très très longtemps pour certaines et qui ne dure pas très très longtemps pour d'autres, dépendamment de la phase. Parce que quand tu vieillis, tu es quand même post-ménopausée. Oui. Elle ne s'enlève pas, cette post-ménopause. Il faut quand même le dire aux femmes qui pensent que c'est fini la ménopause à 70 ans. Elles l'ont toujours. Donc, ma question, c'était un, sur la ménopause, et deux, sur l'obésité, tissu adipeux. Alors, la ménopause est encore plus connue là-dessus parce que ça fait un shift de tissu adipeux, mais en dehors d'être obèse, le tissu adipeux est à thermorégulation. Comment tu... Voilà. Ouais. La première partie de la ménopause, à part le fait que je sais que la ménopause, il y a des enjeux sur la perception de la chaleur, je l'ai vu dans mes études justement, c'est comme exposer quelqu'un, ce qui est important à considérer, c'est qu'exposer quelqu'un à la chaleur est un déclencheur des symptômes de la ménopause. Et ça, je m'en suis rendu compte à mes dépens dans l'étude. On a des aiguilles qui vont dans le nerf radial, puis qui captent le message nerveux qui est envoyé aux glandes pour s'activer. Et la personne était commencée à chauffer, sa température n'avait même pas encore augmenté. Et qu'à un moment donné, on a vu une activité nerveuse se mettre en place parce qu'elle avait une bouffée de chaleur. Donc, s'exposer à la chaleur exacerbe les symptômes de manière aiguë. Est-ce que, par exemple, s'adapter à la chaleur pourrait réduire ça? Je ne le sais pas. Ça serait très intéressant. Par exemple, je m'expose fréquemment en aigu quand je m'expose à la chaleur. Ça exacerbe le symptôme, comme manger épicé peut exacerber le symptôme. Mais est-ce que si je le fais fréquemment, ça pourrait arrêter ou ralentir? Ça serait une bonne question, ça je ne le sais pas. En termes d'obésité puis composition corporelle, c'est un sujet qui est énormément débattu dans notre domaine. En fait, ce qui est important à considérer, et puis c'est la même chose pour hommes-femmes, et puis pour les enfants. On entend souvent que les femmes thermorégulent moins bien que les hommes, que les enfants thermorégulent moins bien que les hommes, que les personnes en surpoids thermorégulent moins bien que les hommes. Ces études-là, elles sont toutes biaisées pour une chose. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on transpire? C'est la production de chaleur métabolique. Cette production de chaleur métabolique, elle dépend du travail que je fais, de l'intensité absolue. OK? Donc, des études anciennes comparaient un enfant et un adulte à 60% de leur VO2 max. Un homme et une femme à 60% de leur VO2 max. Une personne en surpoids ou pas à 60% de leur VO2 max. Sauf que 60% de la VO2 max de deux personnes, en absolu, ça ne donne pas la même chose. Et ça faisait en sorte que la comparaison était injuste. Et donc, une femme, d'habitude, une femme à 60% de son VO2 max travaille en absolu plus bas qu'un homme. Et donc, la femme transpire moins, et on conclut faussement que les femmes transpirent moins, que les personnes obèses ou les enfants, par exemple, ont des problèmes de transpiration. Et en fait, quand on corrige la manière dont on prescrit l'intensité de l'exercice dans l'étude, les facteurs s'annulent. Cela étant dit, pour l'obésité, qui est intéressant à considérer. Je vous ai dit que la capacité cardio-respiratoire avait un rôle majeur dans la manière de thermoréguler. Toujours Julien Perriard, le collègue en Australie, il a fait une grande collecte de données chez les enfants et il démontrait que ce qui est prédisposé le plus à l'hyperthermie, c'est l'AVO2 max et le tissu adipeux. Et pas l'âge et pas le sexe. Donc ça fait le tour de la question, qu'est-ce qui nous prédispose le plus à ce que ma température augmente plus quand je contrôle bien l'intensité de mon exercice, que je mets tout le monde au même pied d'égalité pour être physiologiquement juste. Le sexe n'a pas d'effet, l'âge non plus, tissu adipeux, PO2 max. Et le message est fort chez les enfants. Le message est fort quand on voit que les tendances actuelles chez nos enfants démontrent que, en tout cas, les enjeux d'obésité chez les enfants sont importants à considérer. Puis la VO2 max chez nos enfants. Mais chez l'homme, quel que soit l'âge, et puis chez la femme âgée, c'est sa première source de sécrétion d'hormones. Hein. Ouais, bah oui, mais donc la thermorégulation, il est hyper important. C'est tout un... Juste, ça permet de corriger aussi, c'est ça qu'on entend beaucoup l'été. Les enfants sont pas plus à risque à la chaleur que les adultes pour une seule bonne raison, leur comportement. Si personne n'est là pour leur dire d'arrêter de jouer dans la cour de récréation, ils vont continuer à jouer avec leurs amis, ils vont avec les joues toutes rouges. Mais ils ne sont pas à risque parce qu'ils transpirent moins. Non, ils sont à risque parce que leur comportement les pousse à courir partout, puis à pas ralentir, ou à pas penser à boire. Mais ils se défendent bien à la chaleur, comme des adultes, en termes de transpiration. Et c'est là qu'on voit que la physiologie, elle ne fait pas tout le travail. C'est le comportement qui est important à considérer. Et dans le personnel de question. Ça fait plaisir. Merci de te parler. Non, ils sont partis. Oui, Ils sont partis.
Il y avait combien de personnes en ligne, par curiosité? On avait autour de 18, Ok. entre 16 et 18. Bon. Mais tu as les messages? Ah, j'ai des messages. Oui, les personnes qui t'ont remercié. Pascal. Ok, je vais aller voir. Ok, tu vas les voir? Ouais. Bon,